Bonjour à vous tous. Alors, vous venez d'entrer dans le groupe de travail et de discussion orienté sur la macroéconomie. Ici, on a ce but, celui d'apporter ce dont vous avez besoin pour comprendre les risques macroéconomiques et de s'en servir pour anticiper les risques de marché. C'est un groupe de discussion qui doit vous être utile pour avoir une vue globale des risques que vous prenez lorsque vous décidez de prendre des positions. Je me présente, Jean-Marc Plantivaux, et je vous souhaite la bienvenue dans ce groupe. Et nous allons utiliser l'actualité pour identifier les enjeux macro qu'elle contient. Et on ne peut que commencer cette session en parlant de l'actualité du moment, le risque inflationniste. Vous entendez cette expression, elle est importante. On ne parle pas de l'inflation, mais nous parlons de risque inflationniste. Quels que soient les médias spécialisés et les sources que vous pouvez lire, tous refusent d'affirmer que nous sommes en période d'inflation. Il y a des raisons là-dessus. D'abord, l'inflation a une définition, c'est la hausse des prix à long terme des biens et des services. Cette définition n'est pas satisfaisante pour moi. Parce que lorsque l'on trade, eh bien, la raison pour laquelle je hais cette définition, c'est que on ne comprend pas l'origine de l'inflation. Or, il est fondamental de savoir d'où cela vient pour bien réagir et prendre de bonnes positions. Et surtout, l'inflation fait peur. Elle fait peur parce que d'abord, elle ruine les ménages. Un jour, face à Mélenchon, Jacques Attali disait que l'inflation est l'appauvrissement du pauvre. C'est facile à comprendre. La masse salariale perd de son pouvoir d'achat et l'épargne perd de sa valeur. C'est l'appauvrissement donc des ménages. L'inflation est aussi un danger pour l'investisseur. Le pouvoir d'achat de son capital investi est rongé par l'inflation. L'inflation est également un risque pour les entreprises. C'est donc un fléau général qui affecte toute l'économie, dont il est important d'en parler. Il faut donc l'analyser. Alors, si je n'aime pas la définition de l'inflation donnée de manière un peu scolaire, eh bien, quelle serait la définition idéale de l'inflation? Eh bien, moi, je vais vous offrir une définition qui prend en compte l'anticipation de l'inflation. Je considère que l'inflation, c'est tout dysfonctionnement qui va conduire les prix à leur augmentation généralisée, sans raison rationnelle et de manière durable. C'est une hausse non justifiée des prix, sans raison conjoncturelle et sans raison systémique. Cela veut dire que je ne regarde pas les raisons de court terme et je ne regarde pas les actions gouvernementales de soutien à l'économie qui la relancent pour contrer des ralentissements de court terme. Je ne regarde pas non plus une hausse des prix des biens dans un secteur particulier de l'économie. Ce que je vais considérer, c'est une hausse des prix généralisée pour oser parler de risques inflationnistes sérieux. Voilà, donc nous y sommes. Étudier les risques inflationnistes, c'est étudier quels dysfonctionnements conduisent à l'inflation. Alors, quels sont les éléments qui composent les risques inflationnistes? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte risque inflationniste? Eh bien, les banques centrales nous offrent la réponse. Regardez, la Banque centrale européenne, par exemple, a établi dans un document de travail mis à jour en 2018 que les sources des risques inflationnistes se trouvent dans la demande, par un appétit soutenu à consommer, et aussi dans l'offre, c'est un défaut de production, et que le modèle de la courbe Phillips prospective est le modèle essentiel pour mesurer les risques inflationnistes. La courbe de Phillips est un modèle très connu en économie. Elle met en corrélation le chômage et le niveau des prix. Alors, ce modèle permet de mesurer les risques avant que l'inflation ne survienne. Et ça, c'est pour la consommation. Alors, ceci est important parce que vous savez à présent sur quels critères la Banque centrale européenne va intervenir. Est-ce qu'il y a un autre critère? Oui, bien sûr. Il faut aussi considérer les risques d'investissement qui se passent très mal. Également mesurés par des critères précis institués par la Banque centrale. Ce sont des critères qui conduisent au défaut de paiement, voire une faillite de l'émetteur. C'est donc clairement le niveau des taux d'intérêt qui est ici géré. Pour une raison évidente, on emprunte, on prête, on peut se retrouver dans l'impossibilité de revendre ses obligations, c'est-à-dire ses positions au marché, au prix du marché, en raison du trop faible volume d'acheteurs à cause du manque de confiance. La Banque centrale européenne a ce rôle aujourd'hui, c'est chercher à équilibrer les taux d'intérêt pour le bien public. Le bien public étant la confiance dans les marchés financiers. La tendance aujourd'hui,
ceci dit en passant, est de préserver les taux d'intérêt extrêmement bas. Les taux d'intérêt bas, c'est l'équilibre, c'est la confiance, c'est le bien commun. Et c'est ça pour la Banque Centrale Européenne. Et uniquement pour la Banque Centrale Européenne, parce que ça ne fonctionne pas comme ça avec la perception que la Fed se fait de la gestion des risques d'inflation. La Fed n'a pas de regard sur la courbe de Phillips prospective. C'est donc une pure gestion des taux d'intérêt qui équilibre le risque d'inflation. On a vu ce qui s'est passé en 2019. Juste avant la pandémie de la Covid-19, eh bien, les États-Unis enregistraient un taux de chômage les plus bas de l'histoire, 3,5%, et en parallèle, le pays avait une inflation morose de seulement 1,4%. On a donc assisté à un chômage très bas et d'une inflation tout aussi basse. De quoi faire frémir les défenseurs de la courbe de Phillips qui travaillent à la Banque Centrale Européenne. Mais c'est facile à comprendre la raison pour laquelle les États-Unis ignorent cette relation. Les salaires ne sont pas indexés à l'inflation aux États-Unis. Il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a qu'un salaire moyen, estimé, calculé. Donc la Fed va accomplir deux actions possibles pour lutter contre l'inflation. Il y a une action traditionnelle de production de papier-monnaie. Une hausse de la circulation monétaire est inflationniste. Et une destruction du papier-monnaie permet de combattre l'inflation. Mais ça, c'est du passé, parce que la deuxième action de la Fed ratisse bien plus large. Elle rachète les dettes d'entreprises, les obligations, sur le marché obligataire. Et le taux d'intérêt réel baisse sur ces obligations qui sont plus chères. Comprenez, verser $10 sur une obligation de $100 est d'une amplitude bien plus grande que de verser $10 sur une obligation plus chère de $110, n'est-ce pas? Cela fait en tout cas un effet bœuf sur l'inflation. Parce que simplement parce que les conditions de financement de la dette sont plus faciles, cela va affecter à la fois le marché américain, mais aussi le marché européen. Et on arrive à la première conclusion. Dans un marché globaliste, l'action de la Fed influence les comportements en Europe. Et inversement, concrètement, la baisse des taux d'intérêt américains a entraîné par ricochet un appétit pour l'achat d'obligations en Europe qui a entraîné une tension à la baisse des taux obligataires en Europe. Une quinzaine d'entreprises ont dû émettre des obligations en Europe pour calmer cette tension. Il y a un dernier territoire à étudier autre que l'Union européenne, les États-Unis. Eh oui, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui a aussi une puissance économique. Ici, le scénario est encore différent. Alors actuellement, les risques inflationnistes sont les plus importants. Parce que l'Angleterre sort du confinement et qu'il y a une nécessité à mettre en place une relance par la consommation, instrument très inflationniste. La Grande-Bretagne se fixe une inflation, dit-on, de 3% d'ici la fin décembre. Mais c'est énorme. C'est énorme par rapport à ce que nous avons ici en Europe et aux États-Unis. Ce seuil de 3% risque d'affecter le combat mené actuellement par l'Union européenne et les États-Unis contre l'inflation. Les Anglais ont beau affirmer que cette inflation est passagère. Elle reste importante car elle est significative sur 12 mois d'activité économique. C'est la raison pour laquelle la livre sterling, d'ailleurs, souffre d'un manque d'acheteurs. Personnellement, je ne sais pas comment peut-on affirmer que cette tension n'est que passagère face à un Covid Delta incontrôlable par la Banque d'Angleterre. Voilà en tout cas pour ce premier tableau macroéconomique de notre groupe de discussion. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Au revoir, à bientôt.